Et franchement, quand on regarde la politique publique aujourd'hui, c'est pas très clair. Parce qu'il y a une multiplicité d'objectifs qui sont fort bien énoncés, mais en quelque chose comme 30 lignes dans la loi sur la transition énergétique. Et en fait, on multiplie les objectifs et on confond ce qui doit être les objectifs fondamentaux avec les contraintes et les objectifs secondaires. Par exemple, dire que les bâtiments doivent avoir un coût raisonnable est une contrainte. Dire qu'ils doivent offrir un niveau de confort satisfaisant, en particulier en été, est une contrainte. Et de même, donner la priorité aux énergies renouvelables, est-ce que c'est un objectif de premier rang? Pour nous, c'est un objectif qui a sa valeur, mais qui est un objectif secondaire et qui vient en appui d'objectifs plus importants. Dans la loi sur la transition énergétique, il y en a deux objectifs fondamentaux, qui sont premièrement la décarbonation, donc limiter les émissions de gaz à effet de serre, et deuxièmement, économiser, réduire autant que faire se peut les consommations d'énergie finale. À la réflexion, il nous apparaît que le premier est de plus en plus l'objectif dominant, parce que le problème climatique sont des problèmes absolument vitaux pour l'avenir de l'humanité. On en voit dès à présent les conséquences, et on peut se poser la question de savoir si, au fond, réduire les consommations d'énergie, ce qui était le tabou, le motto de toute la politique énergétique après la première crise pétrolière, est-ce que ça a toujours la même signification dès lors qu'une énergie peut être décarbonée, accessible à des conditions économiques acceptables et sans incidence majeure sur l'environnement? Par exemple, prenez le cas du conditionnement des logements en été. Bon, c'est encore considéré comme un luxe souvent inutile dans la doctrine publique. Mais lorsqu'on prend sa voiture, tout le monde a le conditionnement. Maintenant, on ne se pose pas la question de savoir si avoir l'air conditioning dans sa voiture, c'est un luxe ou pas un luxe. C'est comme ça, on n'achète plus une voiture qui n'est pas air conditionnée. Alors que dans les bâtiments, c'est encore quelque chose qui est débattu, alors que c'est typiquement une fonctionnalité que l'on peut envisager d'assurer à partir de l'énergie solaire qui est abondante au moment où on a besoin de conditionner. De même sur l'énergie solaire photovoltaïque. Est-ce que c'est mieux d'utiliser des cellules avec un rendement solaire de 10% que des cellules avec un rendement solaire de 20%? Alors, ayant dit cela, ayant placé en premier le problème de la décarbonation, comment est-ce qu'on voit l'avenir? Et il faut reconnaître que la situation est très différente selon qu'on parle d'habitat neuf ou d'habitat existant. Dans l'habitat neuf, dans les bâtiments neufs en général, il faut rappeler que la RT 2012 a imposé des réductions drastiques au niveau des consommations d'énergie et un renforcement considérable des normes relatives aux bâtis. Puisque je crois qu'en ordre de grandeur, on peut dire que les bâtiments RT 2012 consomment à peu près le 1/6 de la moyenne des bâtiments existants. Est-ce qu'il est utile, justifié, d'aller au-delà? Nous, dans Eden, avec Jean Bergugno, qui avait beaucoup travaillé également sur l'article du Journal des Mines, nous pensons que ça n'a pas de sens économique d'aller au-delà de ce qui se fait aujourd'hui. Les règles qui sont imposées aujourd'hui, y compris dans l'habitat existant, avec la modulation dont il bénéficie. Par contre, ce qui semble fondamental, c'est d'aller aussi vite que possible vers des bâtiments qui soient à émission zéro, qui soient neutres sur le plan carbone. Nous pensons que c'est possible et que ce sera de plus en plus possible. En particulier par la combinaison de deux grands vecteurs, les énergies renouvelables sous toutes leurs formes, qu'il s'agisse du bois, qu'il s'agisse de l'utilisation directe par voie thermique de l'énergie solaire, qu'il s'agisse de la géothermie, des pompes à chaleur qui prélèvent la chaleur sur l'environnement. Donc combinaison des énergies renouvelables avec l'électricité qui, bien entendu, doit rester décarbonée et même l'être encore plus, si c'est possible, qu'aujourd'hui.
Et là, on ne se pose pas trop la question de savoir si c'est le poids du nucléaire ou des énergies renouvelables, et l'électricité doit être décarbonée. Alors, il est clair que le stockage aura un rôle important dans cette association. Ma conviction personnelle, mais elle s'avère de jour en jour, c'est que le stockage, en particulier le stockage par batterie, va jouer un rôle absolument fondamental dans le bâtiment du futur. Peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de lire l'étude de Bloomberg qui est sortie il y a 15 jours et qui prévoit maintenant encore plus que dans la version de l'an dernier une orientation très forte à la baisse du coût des batteries, donc une association entre le solaire et les batteries qui sera absolument déterminante et qui permettra de réaliser un couplage étroit entre le bâtiment, la mobilité électrique et les réseaux électriques. Je crois que c'est cette orientation de synergie entre ces trois grandes directions qui est fondamentale. Alors, dans cette perspective, il faut reconnaître qu'on ne voit pas bien la place que pourraient encore occuper les énergies fossiles carbonées. Alors, bien sûr, on nous dit actuellement, attendez, mais le gaz va être décarboné, ne vous inquiétez pas. Et des études de cabinets éminents sont régulièrement maintenant publiées sur ce sujet. Attention, parce que décarboner le gaz, c'est pas si évident que ça. Je rappelle que lorsqu'on a créé, avec le protocole de Kyoto, les mécanismes de développement propre, il y a eu une bulle de gaz, de biométhane qui s'est créée dans le monde, avec des centaines de projets en Inde, partout dans le monde, et que la bulle a éclaté. Alors, deuxième volet de la politique, c'est les bâtiments existants. Problème énorme. Le patrimoine immobilier français est en très mauvais état comparé au patrimoine suédois, par exemple. Ça n'a rien à voir. C'est le retard à rattraper ce chiffre en centaines de milliards, peut-être 1000 milliards. Donc ça ne va pas se faire en 5 minutes. Et on sait que le taux de renouvellement des bâtiments est faible, mais néanmoins, les bâtiments existants sont responsables en France de 31% des émissions, je crois qu'en Europe c'est 36%, et de plus de 40% des consommations finales d'énergie. Donc on a sur les bras un problème qui est énorme. Les pouvoirs publics devraient encore plus qu'ils ne le font aujourd'hui accélérer le mouvement de construction neuve. Pour le reste, on ne décarbonera pas les bâtiments existants uniquement en réduisant leur consommation, parce qu'il en reste toujours une partie. Nous, à Eden, dans nos calculs, nous considérons que pour la moyenne du bâtiment existant, un facteur 2 sur la consommation d'énergie est un objectif ambitieux, déjà pas facile à atteindre, mais si on l'atteint, il reste encore la moitié. Et si on veut décarboner le bâtiment, ça ne suffit pas. Alors, on vous dit, on va décarboner les énergies. Très bien, j'en reviens au biométhane. Très bien, attendons de voir. Mais on ne va pas faire un cours sur le biométhane, il faut savoir d'où la ressource vient et combien ça coûte. Alors, il faut être clair. En fait, il n'y a pas d'autre solution dans le bâtiment existant que de susciter des substitutions massives des énergies fossiles vers les énergies décarbonées. Nous avons 3 grandes idées dans l'habitat existant. 3 grands projets que l'on voudrait voir se développer. Le premier, c'est la généralisation de tous les systèmes de gestion active de l'énergie. La nouvelle directive sur les performances énergétiques des bâtiments, qui a été adoptée à Bruxelles il y a 15 jours, va dans ce sens-là, dans le bâtiment neuf comme dans le bâtiment existant. Les systèmes de pilotage des chauffages, des équipements consommateurs, qui ouvrent la voie aux bâtiments connectés, etc. C'est une voie essentielle et nos entreprises dans Eden sont bien placées pour la suivre. Le deuxième axe, le deuxième grand programme, c'est le remplacement des vieux convecteurs électriques qui ont été développés, installés dans les années, disons, les convecteurs électriques avec des régulations primitives du type BILAM, hein, clac-clac, qui se déclenche dès que la température baisse de 2 ou 3 degrés, et puis ensuite ça remonte à plus 2 ou 3 degrés. Donc c'est des vieux équipements, il y en a encore des millions.
peut-être 10-15 millions de ces convecteurs, peut-être plus d'ailleurs. Donc il y a un gisement d'économie qui est fantastique et qui amène le confort, qui redonne du pouvoir d'achat aux occupants et qui également a des effets bénéfiques si on le traite sur la pointe, sur la pelle de pointe électrique, sur le réseau. Comment? En remplaçant ces radiateurs anciens ces convecteurs anciens par des radiateurs de nouvelle génération qui soient intelligents, connectés, qui détectent la présence, l'ouverture des fenêtres et qui utilisent le phénomène radiatif plus que convectif. Ça, c'est un deuxième programme. Troisième programme, c'est le remplacement des chaudières traditionnelles, à commencer par les chaudières à fioul, enfin on dit encore à mazout dans les familles, hein, mais aussi des chaudières à gaz. Alors c'est pas facile non plus parce qu'on remplace dans les familles la chaudière lorsque elle vient à claquer en plein hiver. Et là, évidemment, les économies du ménage ne sont pas prêtes à faire un investissement maximum. On est dans l'urgence, on appelle son réparateur qui dit « écoutez, on va faire simple, hein. On va faire simple. Hein. » Donc on remet une chaudière pratiquement identique alors qu'il y a des solutions maintenant beaucoup plus performantes, notamment les pompes à chaleur hybrides qui permettent de réduire les consommations d'hydrocarbures de 75%, voire plus. Alors il faut évidemment mettre en avant le bilan du CO2. Hein. Si on veut décarboner, il faut que les réglementations soient assises sur le bilan carbone. Bon, alors aujourd'hui, le diagnostic de performance énergétique parle bien des émissions en CO2, mais avec des petites couleurs qui sont assez sympathiques. Hein. Et puis, généralement, on n'en parle pas du tout d'ailleurs, on parle que de la cote en énergie primaire qui est affichée dans les avis de location ou autres. Et puis, il faut aussi avoir des politiques tarifaires qui soient appropriées. Il faut que, notamment dans le domaine, si on veut promouvoir l'électricité, il faut une tarification de l'acheminement qui soit conforme à la réalité économique, qui tienne compte aussi du fait que le kilowattheure n'a pas la même valeur en pointe et en période creuse, que le réseau est un élément déterminant dans l'économie de l'électricité, etc. Donc il y a un certain nombre de réformes de fond qui doivent être entreprises et Eden, sous l'impulsion de notre président, Brice, essaye d'y contribuer. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Moi, je crois que je vais très terre à terre. Je crois que, in fine, le problème de base reste l'allocation optimale des ressources. C'est quand même la contrainte la plus forte parce qu'on peut un peu rêver, dire qu'on va faire passer toutes les populations qui sont en précarité énergétique, on va les faire passer en bâtiments à énergie positive. Bon, très bien, sur le plan des principes, mais tout ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, le problème auquel Eden essaye d'apporter sa contribution, c'est de dire, bon, face à des ressources financières de l'État ou des particuliers qui sont limitées, où est-ce qu'on peut les affecter de façon optimale? Alors, ça me ramène à ce que j'ai dit au début. On ne peut pas répondre à la question sans avoir défini un objectif. On ne peut pas optimiser quelque chose sans commencer par dire par rapport à quoi. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, c'est bien la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est le facteur prioritaire et qu'il faut essayer, par conséquent, de dégager les solutions les plus efficaces compte tenu de la contrainte financière. Mon deuxième point, c'est que, et je l'ai déjà dit, mais j'insiste là-dessus, on peut imaginer des solutions très compliquées, d'allocation en fonction des occupants, des systèmes de blockchain, etc. Mais les prix sont quand même le moyen le plus simple d'assurer l'allocation optimale des ressources. Et donc, il faut que les prix évoluent, continuent à évoluer, parce que, en particulier, un kilowattheure n'a pas la même valeur, kilowattheure, quelle que soit la forme d'énergie, n'a pas la même valeur, quelle que soit la période. Donc, les systèmes de prix actuels ne sont certainement pas encore suffisamment différenciés, suffisamment incitatifs, et je pense que c'est un facteur sur lequel on doit continuer à travailler. Merci. Vous voulez conclure?
Oui. Il y a des adeptes de la décarbonation de ce qu'on appelle le supply side, donc la production d'énergie uniquement. Si j'ai bien compris, vous êtes plutôt de ce côté-là. Et en fait, la décarbonation ne peut pas se faire si on fait uniquement le supply side, si on fait que du renouvelable, si on fait que des énergies décarbonées. La décarbonation n'est possible, et tous les scénarios, tous les calculs internationaux le montrent, que si on fait à la fois, en même temps, de la sobriété, de l'efficacité et des renouvelables. C'est le seul moyen pour nous de décarboner le réseau énergétique, enfin le système énergétique, et c'est le seul moyen pour nous d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et d'un point de vue socio-économique, les factures énergétiques sont un véritable problème pour de nombreuses familles. De plus en plus de foyers européens et français souffrent de la facture énergétique. C'est devenu très lourd dans les budgets des familles. Et en décarbonant la production d'énergie, ça ne réglera pas le problème de ces familles-là, par exemple. C'est à titre d'exemple, les foyers les moins lotis en France, leur facture énergétique est de l'ordre de 1 200 € par an. Ça, c'est juste la facture liée au logement. À cela s'ajoute environ 300 € par an pour le transport. Donc ça fait à peu près 1 500 €, on va dire. Avec 1 500 €, on a le chèque énergie qui est au maximum à 250 €. Donc ça ne paye pas. Et je pense qu'au XXIe siècle, l'accès aux services énergétiques devrait être un droit pour tous. L'autre raison pourquoi est-ce qu'il faut faire de la sobriété, de l'efficacité et du renouvelable en même temps, c'est justement la raison environnementale, climatique et la raison géopolitique en fait, d'indépendance énergétique. Donc la Commission européenne a introduit en 2015 un principe qu'on appelle, en anglais on l'appelle Efficiency First, et en fait ça se traduit en vérité par donner la priorité dans les investissements aux investissements qui réduisent la demande de l'énergie, qui économisent l'énergie. Parce que dans le langage européen, on parle de modération de l'énergie, on ne parle pas de la réduction de la demande depuis 2015. Et lorsqu'on regarde les scénarios qui ont été faits par la Commission européenne, on se rend compte que pour 2030, même avec l'objectif qui a été adopté récemment, qui n'est pas du tout ambitieux, qui n'est pas du tout aligné avec l'accord de Paris, il faut être clair. En fait, nous avons un discours où on veut « make our planet great again » et on veut être les leaders du climat, mais dans la pratique, on ne fait pas ça. Dans la pratique, ce qu'on a adopté là à Bruxelles, c'est l'opposé en fait. Les économies d'énergie seraient en Europe la première source d'énergie de l'Europe en 2030, si on arrive à faire ces économies-là qu'on a prévues. Les technologies que nous avons aujourd'hui ne nous permettent pas d'être aux 2 degrés. Déjà, elles ne nous permettaient pas. Mais alors là, être 1,5 degré, on ne sait pas quelles sont les technologies qu'il nous faudrait pour être 1,5 degré. Et on n'est pas très clair encore, même point de vue analyse, des politiques et des instruments à proposer au pouvoir public pour justement être au 1,5 degré. Il y a une seule chose sur laquelle on est tous d'accord, tous les analystes sont d'accord, et on est sûr de ce résultat qui n'est pas très bon, c'est que avec ce qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas être dans les clous, on ne peut pas atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Ça, c'est pas possible. Si je prends le cas de la France, par exemple, et du bâtiment en France, et du plan de rénovation publié par le gouvernement, qui est assez décevant, parce que le plan de rénovation ne correspond pas du tout au discours. Donc là, il y a le discours qui est très bien. Puis après, lorsqu'on regarde les détails des mesures, on se dit, il y a quelque chose qui manque en fait. Ils n'ont pas compris. En fait, ceux qui ont écrit le haut du plan et ceux qui ont écrit les mesures, ce n'est pas les mêmes personnes, je pense. Pour une bonne partie des analyses des gens qui travaillent dans le domaine, c'est compris, comme vous l'avez très bien expliqué, comme étant décarboner la production de l'énergie, mettre plein de smart gadgets dans les maisons. Donc en fait, il n'y a pas plus smart que l'être humain, en fait. On n'inventera jamais quelqu'un de plus smart. Et tous ces smart gadgets-là peuvent jouer un rôle, mais ils ne pourront jouer un rôle effectif que si et seulement si,
on a déjà mis de la sobriété et de l'efficacité dans les bâtiments. Sinon, tous les smart gadgets qu'on a, ça ne fait qu'augmenter notre consommation d'énergie. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a une grande crainte à Bruxelles, parce qu'on a déjà les chiffres qui ont été publiés par Eurostat, alors que nos consommations d'énergie ont baissé jusqu'en 2014, aujourd'hui elles commencent à remonter. Et elles vont continuer à remonter, surtout si, comme nos gouverneurs nous le promettent, notre pouvoir d'achat augmenterait. Alors, la différence entre les deux, c'est que la sobriété énergétique réduit la demande, alors que l'efficacité énergétique réduit la consommation. C'est pas pareil. Je vous donne un exemple de politique d'efficacité énergétique qui a très bien fonctionné en Europe, c'est la fameuse étiquette énergie, par exemple, pour l'électroménager. Et lorsqu'on parle, dans le cas de la rénovation énergétique en France, donc on a à peu près, on va dire 36 millions, grosso modo, de résidences principales. La loi de transition énergétique prévoit 500 000 logements par an. À ce rythme-là, il nous faudrait à peu près un peu plus de 70 ans pour rénover l'ensemble du stock. Et donc, au rythme des objectifs, donc vous voyez les contradictions. En fait, on a l'objectif de décarboner le stock. Si on a cet objectif-là, ça veut dire qu'il faut rénover l'ensemble du stock. On ne pourra pas décarboner le stock sans rénover l'ensemble du stock. Alors, par exemple, en 2015, en France, on aurait dépensé, selon les chiffres de la Cour des comptes, à peu près dans les 13 milliards d'euros pour la rénovation énergétique. Donc, un tiers qui vient, c'est de l'argent public. Il y a 2 tiers, c'est de l'argent privé, et 1 tiers d'argent public. Avec cette somme-là, on aurait rénové, d'après les chiffres du ministère de la Transition énergétique, dans les 388 000, on va dire 400 000 logements à peu près. Donc si on divise les deux et on considère qu'en moyenne on a 100 mètres carrés par logement, parce qu'il y a quand même plus de maisons individuelles que de logements collectifs, on serait à peu près à 300 € le mètre carré. Pour 300 € le mètre carré, on a fait de la rénovation légère. On a très probablement tué le gisement d'économie d'énergie. Donc ce qu'on a fait justement, on a financé les gadgets là, intelligents, on a financé le remplacement des chaudières qui se seraient de toutes les façons fait, et on n'a pas fait de vraie rénovation. Donc, nous, on veut décarboner, ben, c'est super. On sait que pour décarboner, il faut de la sobriété, de l'efficacité et des renouvelables. Ça, c'est écrit dans les premières lignes de la première page du plan rénovation. Et ensuite, on dit, ben, nous, on arrête de financer de la rénovation légère qui tue le gisement d'économie d'énergie, et on va faire que du BBC. Pourquoi est-ce qu'on va faire que du BBC? Parce qu'on sait déjà faire en France, on l'a déjà testé sur 1000 logements, il y a des régions pionnières là-dessus, et si on fait ça, en fait, on va être les leaders. On ne va pas être les leaders uniquement dans le speech, « We make our planet great again ». On va être les leaders parce qu'en fait, pour faire ça à une grande échelle, il va falloir innover. Il va falloir de l'innovation technologique, de l'innovation en business model, et de l'innovation en termes d'instruments politiques. C'est pas ça le plan d'innovation, malheureusement. Je voudrais juste ajouter peut-être sur les bâtiments qu'il va falloir qu'ils résistent aussi à des vents à 300 km/h. C'est-à-dire que l'adaptation, je pense aux gens de Saint-Martin, les bâtiments ne sont pas tous reconstruits. Et comme je suis breton, j'ai connu en 87 et en 99 2 ouragans qui ne devaient jamais arriver. C'était une fois tous les 2 siècles, il y en avait déjà 2 par siècle. C'était donc des vents qui n'étaient pas à 300 km/h, un tout petit peu moins, ça n'empêche que tous les toits sont partis, etc. Et donc il faut ajouter cette question des bâtiments, des normes, des bâtiments neufs, et il ne faut pas oublier aussi d'autres facteurs qui sont aussi très importants. À Eden, nous pensons qu'il y a une synergie, on essaie d'être holistique, donc on essaie de traiter la question des bâtiments en même temps que celle de la mobilité, en même temps que celle de la production d'énergie, parce qu'on pense que tout ça est lié. J'avoue que je suis un tout petit peu préoccupé par la distance qui vous sépare un peu, parce que vous êtes très radical, madame, donc c'est très bien d'être radical, et vous êtes en même temps optimiste, mais en même temps vous avez dit qu'on peut tous mourir en 2050. Donc vous avez en quelque sorte placé les bornes de manière extrêmement ambitieuse. Hein. Bon, et en même temps, si vous voulez, moi je suis préoccupé par, jour après jour, la question de l'isolation, la question des chaudières, des questions extrêmement simples et terre à terre, la question de la formation des artisans qui doivent faire tout ça, qui sont quelquefois très difficiles à trouver, qu'il faut former, etc. Toutes questions qui me paraissent absolument considérables et très importantes maintenant. Alors je suis ravi de votre optimisme en même temps. Est-ce qu'on peut construire autant de bâtiments à énergie positive
Est-ce que la blockchain, ce qui consomme beaucoup d'énergie, je signale, mon cher Bertrand, est-ce que le fait de construire avec de l'impression 3D, oui, j'ai vu des bâtiments 3D, je les ai trouvés horribles à voir, hein, vraiment, ils étaient très laids, c'était des espèces de plastique avec des ouvertures. Peut-être que ça va s'améliorer. Jusqu'à présent, on n'a pas délocalisé l'industrie du bâtiment. Alors, je vous dis que ça sera construit par la Chine ou par d'autres. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils viennent ici avec leurs ouvriers pour faire le boulot. Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça, quoi. Mais bon, on verra bien. On achètera la technique s'il le faut. En tous les cas, on a beaucoup de pain sur la planche. Ce que j'ai simplement un tout petit peu regretté, c'est qu'il me semble qu'on n'a pas vraiment bien sérié toutes les questions. Et donc je repars de ce débat avec l'envie d'en avoir d'autres, parce qu'il me semble qu'il y a des questions qui manquent encore, il y a des trous à combler là-dedans, comment on fait. Hier, j'étais en train de discuter donc avec des gens, je dis ça en passant, sur les renouvelables de chaleur, qui me paraissent toujours négligés. Ils sont très importants, les renouvelables de chaleur, et on parlait des réseaux de chaleur urbains qui pouvaient être alimentés par des renouvelables, donc chaleur. Et à ce moment-là, la question c'était, si on peut faire des réseaux de chaleur urbains, la question de l'isolation de chaque maison ou la question du coût de cette énergie pouvait être réglée de manière un peu différente, c'était plus municipalisé, c'était plus collectif, et ça pouvait aussi contribuer à lutter contre la précarité énergétique de manière assez efficace, etc. Donc il y a un énorme champ de solutions. Peut-être qu'il faudra qu'on essaye de proposer un débat où on a vraiment sérieux chaque chapitre et on l'examine à fond. En tous les cas, merci beaucoup d'être venu, à la fois de nous avoir à la fois inquiétés et rassurés. Et merci beaucoup Jean-Pierre, parce que, alors Jean-Pierre je le connais bien, je travaille avec lui, il ne dort jamais parce qu'il est en train de travailler. Donc c'est extraordinaire d'avoir quelqu'un comme ça à Eden. Merci.